Madame, Monsieur, bonsoir et merci de rester fidèle à ITV. On espère que le Sénégal aura plus de bol avec le pétrole. Le poison du terrorisme, l'hydre à plusieurs têtes et dans tous les esprits. Et puis, le ciel n'est pas tombé sur la tête, mais le déluge a imbibé plus que de raisons en Afrique australe. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. La bénédiction du pétrole au Sénégal, la société Petrosen annonce que l'État du Sénégal a donné son aval en accordant l'autorisation d'exploiter et de développer le champ de Sangomar. C'est ainsi le début de la première phase avant la production prévue en 2023. L'hydre du terrorisme est à ce point insaisissable qu'il faille être fort imaginatif pour en couper les tentacules. La rentrée solennelle des cours et tribunaux sous la présidence du chef de l'État a largement disserté sur ces questions sécuritaires. Le groupe E-Media Invest a reçu la visite du guide religieux Thierno Madanital qui a formulé des prières et demandé qu'on ne dévie point de la voie droite compte tenu de l'importance et du caractère sensible du secteur de la communication. Et puis le ciel a généreusement ouvert ses vannes en Angola, mais cela a charrié une catastrophe. Les pluies torrentielles ont causé plus de 40 morts. Les précipitations se sont abattues sur une bonne partie de l'Angola en moins de 24 heures. Le développement dans un instant. À noter donc le feu vert du gouvernement de l'État du Sénégal qui a accordé une autorisation d'exploitation pour le développement du champ de Sangomar, laquelle autorisation marque le début de l'exécution de la phase 1 de développement de ce champ de Sangomar avant d'aboutir à la production à compter de 2023. Le dit champ a été découvert en 2014. C'est un ensemble de 23 puits et des installations sous-marines qui peuvent soutenir 100 000 barils le jour de pétrole ainsi qu'une capacité de stockage de 2 millions de barils. Toutes ces informations ont été tirées d'un communiqué de Petrosen. Le chef de l'État a donc présidé la rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est une audience durant laquelle la lutte contre la menace terroriste a occupé tous les esprits ce matin. Les magistrats ont enrobé le sujet sous l'angle de l'anticipation et de la proximité avec les justiciables. C'est un sujet de Cheikh Hassan Fall et Moussa Fall. Il est urgent de repenser les lois et revoir le rôle de la justice dans la lutte contre le terrorisme, un fléau dont la recrudescence a fortement marqué le siècle. Le phénomène qui se rapproche de nos frontières impose une mise à niveau qui permettrait d'instaurer de nouvelles notions utiles à la justice. Dialogue, justice, pardon. Ce triptyque est l'essence même de ce qu'il est convenu d'appeler la justice restauratrice, qui par ses méthodes intégratives et sa finalité de résolution de conflits, vise à éliminer les risques de récidive, de basculement, de radicalisation et surtout à rompre avec les cycles de violence. À côté de la conciliation, la répression des fautifs doit elle aussi être corsée, surtout au plan financier. L'argent du crime finance le terrorisme et les profits des terroristes comme tout produit du crime utilisent les canaux de blanchiment afin d'intégrer les circuits financiers illicites. Comme réponse à ces pratiques, chaque enquête sur une entreprise terroriste devrait aller de pair avec une enquête de patrimoine poussée. L'achèvement des sources de financement est une parade efficace contre le terrorisme. Les sanctions financières devraient être prononcées et exécutées même en cas de décès des présumés terroristes. Des lois qui seront maintenant un peu plus axées sur l'anticipation et la prévention. L'administration de la justice doit aussi résolument s'inscrire dans cette ligne que vous avez tracée, celle de l'anticipation et de la prévention.
Le présent et l'avenir ne pourront se concevoir sans sécurité. Il n'y a pas de démocratie sans sécurité. Et il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Un développement que le chef de l'État veut étendre sur le territoire national pour éviter toutes sortes de mécontentements. La sécurité est un des préalables du développement économique et social. La croissance économique qui induit le développement n'a de sens et de portée réelle que si elle est inclusive au double plan social et territorial. Une croissance qui ne réduit pas les inégalités sociales peut générer des frustrations qui conduisent à l'isolement, voire au radicalisme violent. Couvrir juridiquement la totalité du territoire national pour éviter des zones de non-droit, mieux être à la disposition de la population pour la protéger contre les discours radicaux. Voilà quelques-unes des recommandations des magistrats à l'endroit du président du Conseil supérieur de la magistrature, avec une mise en garde, éviter de tomber dans l'injustice dans cette lutte contre le terrorisme. Et au cours de cette même cérémonie, le président de la Cour suprême est revenu sur les dossiers liés à la situation de ces Sénégalais qui ont été rapatriés au Bercail et qui ont été impliqués dans des histoires de terrorisme. On va écouter les explications du premier président de la Cour suprême. Ces propos sont notamment recueillis par Cheikh Hassan Fall et Moussa Fall. Les experts des hautes juridictions des pays francophones, ainsi que ceux des Nations Unies et de la société civile, suggèrent, à l'occasion de réformes prochaines, de prévoir la situation juridique de compatriotes qui rentrent au pays après avoir été impliqués dans des actes terroristes commis à l'étranger. De prêter attention aux risques de radicalisation par Internet, les réseaux sociaux, mais aussi dans les lieux de culte et dans les lieux de détention. Et s'il y a lieu de prévoir des structures adaptées de déradicalisation. Et on va s'excuser pour la qualité sonore. En région, les acteurs de la pêche à Mbour invoquent la clémence après le réquisitoire du parquet qui a demandé 2 ans, dont 1 mois ferme contre les manifestants qui avaient perdu tout contrôle en saccageant des patrimoines et des propriétés privées et même en s'attaquant aux forces de sécurité. Mais une rencontre de conciliation a pu avoir lieu sous l'égide des imams. Nous retrouvons à Mbour, à Lunkane. L'imam de la grande mosquée de Tefes salue l'initiative qui consiste à regrouper les responsables du quai de pêche de Mbour, les organisations de pêcheurs et les notables du quartier pour entériner la paix entre ces différentes parties après les manifestations contre l'érection du nouveau quai. Nous avons tourné la page des querelles. Tout se passe bien maintenant entre tous les acteurs et nous remercions les autorités qui ont facilité tout cela, notamment Cheikh Issa Sall, responsable politique de l'APR à Mbour. J'avoue que si tous les habitants de Tefes pouvaient aller le rencontrer chez lui pour lui témoigner de leur satisfaction, il l'aurait fait, tellement il a œuvré pour la paix entre les acteurs de la pêche. Siré Ndiaye également, on la remercie beaucoup. Vraiment, c'était déplorable d'assister à ces manifestations, mais fort heureusement, personne n'a perdu la vie. Le procureur a requis 2 ans, dont 1 mois ferme contre les manifestants traduits en justice dans l'affaire de l'implantation du nouveau quai. L'imam demande la clémence. Le religieux, médiateur et porte-parole de la séance indique que la date de la reprise des travaux du quai reste encore inconnue. D'après le président du quai de pêche de Mbour, Cheikh Issa Sall s'est engagé à réfectionner tous les édifices endommagés lors des manifestations.
Nous passons à présent à l'actualité sanitaire. Le chef du département de parasitologie de la faculté de médecine de l'université de Dakar prêche pour la génomique, cette discipline de la biologie moderne qui étudie le fonctionnement de l'organisme à l'échelle du génome, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes. Selon le professeur Daouda Ndiaye, le protocole est efficace dans le cadre de l'objectif visant à éradiquer le paludisme dans le pays, et cela dans 10 ans. Il a partagé son étude sur l'intégration des données génomiques dans la surveillance du paludisme et même dans la prise de décision. On voit à Thiès le reportage d'Isidore Alexandre Sen. La génomique, une nouvelle trouvaille pour plus d'efficacité dans la croisade contre le paludisme. Le chef du département de parasitologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a présenté le procédé devant des médecins, infirmiers, entre autres acteurs de la santé. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui est une rencontre pour discuter d'une stratégie nouvelle financée par la fondation Bill et Melinda Gates des États-Unis pour essayer de comprendre le niveau de transmission, l'épidémiologie du paludisme à temps réel sur la base d'un outil nouveau, notamment la génomique, qui est un outil récemment en tout cas mis en œuvre en outil pilote au niveau du pays à travers différentes structures de santé du système sénégalais et avec la collaboration du programme national de lutte contre le paludisme. Le parasite peut différencier d'une zone à une autre. L'intégration des données génomiques dans la surveillance du paludisme va concerner plusieurs régions du pays. La zone sud, une zone toujours à peu près qui est une zone rouge, mais également la zone nord, la zone de Saint-Louis, Richard-Toll, entre autres. Ne pas oublier les zones centres, notamment Touba, les zones est, ouest, qui sont pour nous des zones d'importance en matière de transmission du paludisme, mais également de prise en charge. Bouter le paludisme hors du Sénégal, mais aussi faire en sorte que la maladie ne réintègre nos frontières, tel est l'objectif du programme national de lutte contre le paludisme. Il faut remarquer que le Sénégal ne peut pas atteindre l'élimination effectivement, sans pour autant avoir des outils qui nous permettent de contrôler. Parce que le Sénégal est entouré par des pays où l'endémicité c'est à des niveaux un peu plus élevés qu'ici, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie qui est à notre nord, et pour laquelle donc nous devons mettre en place ce dispositif qui nous permettra d'avoir une bonne visibilité. Le programme de mise en place de données génomiques va durer 3 ans. Il est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. En plus du Sénégal, il va intervenir dans d'autres pays comme la Gambie. Et toujours dans le cadre de la santé, 1500 élèves et enfants qui sont laissés pour compte vont profiter des bienfaits du système de la couverture maladie universelle. L'initiative relève du rappeur Ngaka Blindé, alias Baba Ndiaye. Non, c'est Baba Ndiaye à l'état civil, on doit dire. Et c'est peut-être là le signe que les rappeurs ne font pas que se clasher. Et ainsi, Ngaka Blindé s'en est retourné à son ancienne école primaire, c'est à Guédiawaye. Et le musicien a fait l'apologie de la CMU que ses congénères doivent accompagner pour le bien de tous. Voici donc le sujet et l'événement qui a été couvert à Guédiawaye par Mamadou Lamine Fati. Il revient sur ses pas après avoir terminé son cycle élémentaire pour appuyer les élèves de son ancienne école. Baba Ndiaye, alias Ngaka Blindé, a enrôlé 1500 élèves et talibés de Guédiawaye dans la couverture maladie universelle. Bon, l'action d'aujourd'hui, comme je dis, on est des citoyens sénégalais et on a un statut de représentativité. Aujourd'hui, avec peut-être le statut Ngaka Blindé qui œuvre aujourd'hui pour son environnement. Et n'oublions pas que c'est ici l'école Pikine 16 que j'ai fait mes premières bancs. En retour, je me demande qu'est-ce que je dois faire en retour. Parce que genre, la société a beau faire pour moi, mon environnement ou l'école Pikine 16 a beau faire pour moi. Donc je me demande qu'est-ce que je dois faire en retour pour l'école Pikine 16. Sur ce, j'ai monté une association du nom de Nyan Yek qui œuvre dans le social. Et notre première activité, on s'est dit que genre, pourquoi pas les enfants. Et du côté peut-être des enfants, on s'est dit qu'on ne peut pas parler des enfants, on ne peut pas parler de l'avenir sans la santé. Et la CMU aujourd'hui, et voilà, ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Sur ce, on les a côtoyés pour essayer de voir quelle collaboration peut-on faire ensemble pour améliorer la santé au niveau des enfants. Pour le directeur des affaires juridiques et du partenariat de la CMU, l'action de Ngaka Blindé et les autres acteurs
va leur permettre d'atteindre les objectifs fixés par la CMU. En œuvre depuis 2013 à l'initiative du président de la République et est à 49% de couverture à peu près. Nous sommes partis de 20%, c'est-à-dire qu'un Sénégalais sur 5 à peine était couvert avant le démarrage du programme. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment un Sénégalais sur 2 de couvert. Et l'objectif, c'est qu'en 2021, nous soyons à 75% de Sénégalais dans le système de couverture maladie universelle. Nous pensons que pour y arriver, il faut que nous nous appuyions sur les forces vives de la société, sur notamment les artistes. Monsieur Baba Ndiaye, Ngaka Blindé, s'est montré très sensible. C'est lui qui est venu vers nous, qui nous a dit que la cause des enfants, la cause des populations l'intéresse au plus haut point, particulièrement leur santé. Il voulait faire 1000 élèves et quand on a fait le décompte, on s'est rendu compte que dans cet établissement-là, il y a moins de 800 élèves. Et il a eu l'idée donc d'élargir la cohorte au talibé et cela est monté à 1500. Et nous pensons qu'avec cet acte, et si tout le monde fait de même, nous allons atteindre très rapidement les 75% que nous sommes fixés et puis après aller vers 100% parce qu'un pays normalement doit avoir tout le monde dans un système d'assurance maladie. C'est donc tout le sens de l'engagement de Baba Ndiaye. La CMU pour les élèves et les talibés, Ngaka Blindé en fait son objectif. Le rappeur n'a pas manqué d'appeler les autres artistes à soutenir la couverture maladie universelle. On note également une forme de santé démocratique à l'Union nationale interprofessionnelle des semences qui vient de renouveler ces instances. Ces renouvellements ont vu la présence de plusieurs acteurs du monde rural. L'UNIS s'attend donc à recevoir des semences de meilleure qualité. L'État prévoit d'en fournir quelques 60 000 tonnes. La Banque agricole, pour sa part, promet aussi de lâcher les cordons de la bourse pour mettre tous ces agriculteurs à l'abri de contre-coups. On va voir le sujet d'Alioune Gueye et Séléman Diallo. Des acteurs agricoles qui évaluent leur secteur. L'Union nationale interprofessionnelle des semences énumère ses préoccupations et invite les citoyens à repenser la question des semences. On a préféré regrouper ceux qui font la même espèce dans une sous-filière à l'intérieur de l'UNIS. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons mis en place 5 filières. Une filière d'arachide, de semences arachides, pour permettre à tous ceux qui évoluent dans les semences d'arachide de se retrouver dans un groupe. Ils pourront se réunir, réfléchir par rapport au problème des semences d'arachide et pouvoir esquisser des solutions. Permettre aussi ceux qui seront dans la filière riz de faire la même chose. Il y aura une filière aussi horticole qui a ses spécificités. Au Sénégal, les gens parlent de semences, mais souvent, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est que la semence. La semence, ce n'est pas la graine qu'on prend, qu'on met dans la terre et qui germe. Parce que toute graine qui est saine, quand vous la mettez dans la terre, elle germe. Mais quand on parle de semence, c'est au niveau de la vigueur de la plante, c'est au niveau du rendement, c'est au niveau de la qualité. Le secteur financier compte accompagner l'UNIS pour une meilleure qualité des semences. La semence constitue un enjeu capital pour une agriculture qui se modernise, pour le Sénégal en particulier. Il nous faut effectivement travailler pour avoir des professionnels de la semence, pour avoir des filières semencières de qualité, performantes. Et pour cela, évidemment, à côté de la recherche et des autres acteurs, la Banque agricole a un rôle important à jouer dans tout ce qui est financement. L'État du Sénégal va augmenter les tonnes de semences pour cette année. Nous avons mis en place la stratégie nationale de reconstruction du capital semencier qui nous a permis aujourd'hui d'augmenter fortement l'utilisation des semences certifiées. Donc en 2012, on était à 6 000 tonnes. Aujourd'hui, on fait une commande de 61 000 tonnes. Donc cela veut dire que la disponibilité est là. Une union qui regroupe plusieurs acteurs du monde rural. Les semences tiennent à cœur ces paysans qui veulent relever de nouveaux défis dans le domaine agricole. Merci Alioune. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. La phrase
est attribué à tort ou à raison à André Malraux, mais c'est particulièrement vrai au Sénégal où les foyers religieux constituent un trésor inépuisable. Le khalife général de la famille omarienne a effectué une visite remarquable au siège du groupe E-Media Invest. Son éminence Thierno Madani Tall a adressé ses vœux à tous les Sénégalais. Il a aussi prié pour tous les collaborateurs. On va voir les temps forts de cette visite qui ont été retenus par Boubacar Dian et Moussa Fall. Le khalife général de la famille Tall est arrivé dans les locaux du groupe E-Media Invest avec enthousiasme, un organe de presse qui a fêté sa première année dans le paysage médiatique sénégalais il y a quelques semaines. Thierno Madani Tall a visité les locaux et prodigué des conseils. Vous n'êtes pas des novices dans ce que vous faites. Vous connaissez bien le domaine des médias et sachez que vous ne serez pas seul dans ce projet. Le khalife a dit qu'il est rassuré, vous allez réussir. Le khalife général, passionné des médias, a aussi manifesté son souhait de voir l'unité de la presse sénégalaise. Le khalife souhaite que tout le paysage médiatique soit uni pour travailler main dans la main, pour qu'il n'y ait aucun conflit entre vous, car ce que vous faites, c'est pour l'intérêt de toute la nation sénégalaise. Profitant de sa visite dans nos locaux, le khalife général a présenté ses meilleurs vœux à la nation sénégalaise en cette nouvelle année. Nous souhaitons nos vœux les meilleurs au peuple sénégalais, au président de la République pour le nouvel an 2020. Thierno Madani Tall n'a pas manqué de formuler des prières pour le groupe E-Media Invest, vivement que le bon Dieu entende et exauce ses prières. Et en deux mots, le mouvement Aar Lu Ñu Bokk y voit malice en dénonçant une justice à deux vitesses. Dans un communiqué, ses membres ont estimé que la libération de Guy Marius Sagna et de tous les autres qui ont été emprisonnés dans les mêmes circonstances constitue un impératif pour ceux qui sont épris de justice et de démocratie. Aar Lu Ñu Bokk va manifester demain à Dakar et dans les régions dans un cadre pacifique. Le mouvement s'est réjoui de la convergence des luttes avec Noo Lank et toutes les autres organisations qui épousent les mêmes idéaux. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Abdourahmane Ly. Nous démarrons ce survol de l'actualité internationale au Mali. Plus de peur que de mal dans l'attaque d'un camp militaire dans ce pays. Le bilan, même s'il faut souligner son caractère provisoire, fait état de 18 casques bleus et 2 civils blessés si l'on s'en tient aux informations livrées par le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali. 15 tirs de mortier visaient donc le camp de Tessalit, proche de la frontière algérienne. Dans un rapport interne de l'ONU, il a été souligné que le personnel du camp s'est abrité dans un bunker. Pour rappel, le camp de Tessalit abrite un bataillon tchadien de l'ONU, des forces françaises de l'opération Barkhane et des militaires maliens. Direction l'Angola à présent, des pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage. 41 personnes ont péri dans ce déluge. Par ailleurs, près de 12 000 personnes se retrouvent sinistrées également à la suite de ces très fortes précipitations qui ont provoqué des inondations. La destruction de 378 maisons et 12 églises n'ont pas non plus échappé au bilan dommageable de ces pluies torrentielles. Les autorités rappellent que ces précipitations interviennent après une année de sécheresse aux conséquences catastrophiques dans le sud du pays, comme la mort de 30 000 têtes de bétail. Hors de nos frontières au Téhéran pour terminer, 45 experts ukrainiens sont arrivés sur les lieux du crash du Boeing 737 pour justement en venir aux causes. Ces enquêteurs ont aussi pour objectif d'identifier et de rapatrier les victimes ukrainiennes, en particulier les membres d'équipage. Les premiers éléments de l'enquête iranienne renseignent d'un avion qui avait des soucis techniques dès son décollage et a tenté très rapidement de faire demi-tour, mais sans succès. Les boîtes noires sont retrouvées
est endommagée, apprend-on. L'organisation de l'aviation civile iranienne tente de rassurer en indiquant que la boîte noire serait envoyée à l'étranger. La question qui brûle toutes les lèvres en ce moment est de savoir où elles pourront être décryptées. Pour rappel, le drame en question a fait 176 morts, non sans compter les membres d'équipage. Voilà, c'est ainsi donc qu'on va se quitter pour ce soir. C'est la fin du journal. La météo dans un moment, les inspirations du professeur philosophe vont suivre avec l'écrivaine Fatou Diom. Ensuite, Kenou Askanoui va s'installer avec Khalifa Diakhaté. Et en deuxième partie de soirée, l'imam Kanté assurera l'animation de Tchambar Sidine. Je vous remercie donc d'être fidèle à ITV. C'est la télévision qui va métaboliser la façon de faire la télé au Sénégal. Bonsoir.